Je me souviens d'une présentation pour une opération commerciale pour une Coupe du Monde avec, on était là, applaudissait, parce qu'on faisait des méga promos sur des télé Samsung avec 1,50 m de diagonale, donc c'est, je sais pas, 600, 800, 900 kg de CO2 par télé. Et je me suis dit, ouais non, là c'est plus possible. Là c'est plus moi. Là, ouais, là j'y arrive plus. J'arrive plus, je voyais le truc et c'était une sorte de dégoût, enfin, c'était assez tripal. Bienvenue Arnaud. Salut Colin. Comment tu vas? Ça va très bien. On va pas faire genre on se connaît pas, Ouais. On se connaît un peu. Mais pour les personnes qui te découvrent et qui te découvriront, j'espère, à travers cette interview, tu es à la base consultant chez Act & Fact, tu es aussi facilitateur et maintenant représentant officiel belge de la fresque des nouveaux récits. Tu fais pas mal de trucs, tu bosses sur des ateliers d'intelligence collective. De toute façon, tu vas nous parler un peu de tout ça. D'où t'es venu finalement ton engagement et je le jure, je ne sais pas. Donc ça m'intéresse aussi. On va parler un peu de ton parcours et de plein de choses. Dis-nous. Yes, bah merci de me recevoir en tout cas sur ta chaîne. J'ai toujours été fan de sport et donc quand j'avais 14 ans, je voulais être ingénieur et concevoir des raquettes de tennis. Voilà, c'était un peu, quand je remémore mon parcours, c'est un peu un des premiers leviers ou un des premiers moments où je savais ce que je voulais faire dans la vie. Donc j'ai fait une école d'ingénieur en France en mécanique et après j'ai travaillé pendant quasiment 10 ans chez Decathlon où je concevais des articles de sport. Alors j'ai pas fait réellement de raquettes, mais voilà, j'ai fait des casques de vélo, des filets de ping-pong, de badminton, tout plein de produits qui étaient cool, enfin plutôt bien conçus, pas mal d'innovations, des pump baskets, etc. Après, je suis parti dans le domaine de l'électroménager sur des métiers un peu similaires. Et c'est là où j'ai commencé à me questionner et à me dire, il faut que je fasse changer un peu mon métier parce que je commençais à avoir une compréhension du monde, on va dire, qui changeait un petit peu, à prendre conscience des sujets environnementaux. Et du coup, j'ai adapté mon job de manière à mettre de plus en plus d'éco-conception dedans. Et puis, il y a un peu plus de 2 ans et demi, j'ai décidé que c'était... voilà, j'arrivais plus à travailler dans le secteur du retail, tout en voyant ce qui faisait tourner la boîte et ce qui fait gagner l'argent à ces entreprises-là encore aujourd'hui, et en voyant la dégradation, les enjeux notamment environnementaux. J'ai démissionné avec l'idée de prendre le temps pour monter mon activité, et finalement je me retrouve aujourd'hui à faire plusieurs choses. Mon activité principale, on va dire, donc je suis effectivement, comme tu l'as dit, consultant chez Act & Fact, qui est un cabinet de conseil basé à Lille, où je m'occupe de l'activité d'éco-conception. Donc je continue à travailler finalement avec mes anciens collègues, l'idée étant de pouvoir les aider à développer leur stratégie d'éco-conception, donc c'est des solutions techniques, et aussi finalement pas mal de sujets humains. Et ici sur Bruxelles, on a fondé avec ma collègue Judith Collective Futures, donc on fait de la facilitation, de l'intelligence collective pour aider les organisations à soutenir leur dynamique de changement. Et aussi, comme tu l'as dit, effectivement la fresque des nouveaux récits, qui est un atelier d'intelligence collective qui est... C'est quoi l'intelligence collective au final? Avec tes mots, comment tu l'expliquerais? L'intelligence collective, c'est faire en sorte que... collectivement, on soit plus intelligent. Non, c'est vraiment le 1 + 1 = 3, c'est voilà, faire en sorte de regrouper des gens à un moment dans le bon espace, pour créer un groupe et faire en sorte que ce groupe arrive plus loin que les réflexions de la somme des individus. Tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Ouais, c'est ça. J'ai l'impression que je l'ai raté. Non, c'est ça. Tout seul plus vite et ensemble plus loin. Donc effectivement, ça met souvent un peu de temps parce qu'il faut structurer un groupe. Il y a plein de choses qui se passent dans les relations avec les individus. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'une fois que ça c'est fait, c'est beaucoup plus puissant que juste les réflexions de chacun dans son coin. Trop bien. Tu parlais tout à l'heure de ce moment, il y a environ 2 ans et demi, il y a eu un déclic, une rencontre, une participation à une conférence, une vidéo d'Autrement, un truc qui t'a... Non, Autrement n'existait pas. Ouais, les 2 ans et demi, non. Est-ce qu'il y a un truc qui t'a fait shifter ou est-ce que tu as l'impression que c'est un truc qui était plutôt petit à petit et puis j'en peux plus, du coup je shift, tu vois? C'était assez progressif, tu vois, quand je bossais dans le sport, en 2015, quand on me parlait de ces sujets-là, j'en avais vraiment rien à faire, et je me disais, alors, je faisais plein d'articles en plastique et donc j'ai un bagage plastique de plusieurs milliers de tonnes je pense, et je me disais ouais mais je consomme ce type de matière, tout le monde le fait et puis entre guillemets c'est pour le bien, c'est pour que les gens fassent du sport, vivent des moments en famille, jouent dans les jardins, donc honnêtement ça me posait vraiment aucun souci. Et j'étais dans une entreprise aussi avec une culture qui était vraiment très très forte avec des codes, des normes sociales, on pourrait y revenir, qui étaient très marquées.
et un jeu qui n'était pas réellement un jeu, mais qui était effectivement d'avoir une croissance, de faire plus 5, plus 10% de chiffre d'affaires. Et voilà, j'étais complètement dans le game, dans cette matrice-là, et ça m'allait très bien. Et après, quand j'ai changé de boîte, j'étais dans une entreprise avec un peu plus classique, on va dire, une culture entreprise qui était moins marquée là-dessus, moins marquée sur ok, on fait des produits, mais c'est avant tout pour la satisfaction des gens, pour les bienfaits du sport, ce genre de choses. Et c'est là où j'ai commencé à me dire, ah ouais, on vend des trucs quand même, on sait que c'est pas fou, que ça marche pas très bien, et finalement, si ça marche pas, on écoule le stock, et puis on en fera un autre après. Donc là, ça a commencé à m'interroger. Et c'est aussi le moment où je suis venu vivre à Bruxelles tout en continuant à travailler à Lille, et donc je me suis retrouvé à faire beaucoup de vélo entre la gare de Bruxelles Midi et la gare de Lille-Europe et le bureau où j'étais. Et puis du coup, à tracer tout le monde aussi, tous les gens qui étaient en voiture, et quelques mois avant, j'en faisais partie, qui mettaient 35-40 minutes pour faire 5 km. Puis je me suis dit, oh, c'est quand même un peu con tout ça, hein. C'est quand même bizarre. Enfin, il y a un truc dans la matrice. Ouais, pourquoi est-ce que tout le monde se met à faire ça? Pourquoi on reste bloqué dans ces schémas? Puis que t'es en vélo, mine de rien, t'as vite la gorge un peu qui gratte, hein, quand tu remontes ces fils de voiture. Donc voilà, c'était un peu diffus comme ça. Et après, j'ai eu la chance aussi, du coup, dans cette deuxième entreprise, de très très bien m'entendre avec mon boss de l'époque, qui a commencé aussi à avoir un peu cette déconstruction. On venait de la même boîte d'avant, donc un peu du même moule. Je pense que sans se le dire, il y avait un peu deux choix. Soit c'était on claque la porte l'un et l'autre, ou alors on décide d'essayer de changer les choses à l'intérieur. Ce qui est aussi finalement assez confortable, c'est que ton salaire il tombe, tu es dans un terrain de jeu voilà, que je connaissais bien, avec des collègues. Moi j'ai vraiment besoin de ça, d'environnement social, des gens sympas avec qui j'aimais bien bosser et échanger des idées. Donc finalement j'aurais passé quasiment 3 ans à essayer de faire bouger les choses en interne là-bas. Ouais. Et après je me souviens du déclic où je me suis dit, ouais non c'est plus possible. Voilà, on se bagarrait sur l'éco-conception, ça reste des changements, donc c'est pas facile. Et je me souviens d'une présentation pour une opération commerciale pour une Coupe du Monde, on était là, applaudissait, parce qu'on faisait des méga promos sur des télé Samsung avec 1,50 m de diagonale, donc c'est, je sais pas, 600, 800, 900 kg de CO2 par télé. Et je me suis dit, ouais non, là c'est plus possible. Là c'est plus moi. Là j'y arrive plus. Je voyais le truc et c'était une sorte de dégoût, c'était assez tripal. Donc t'as pas été genre, c'est pas une personne qui s'est dit ouais, je veux être comme lui ou comme elle et je veux faire ça, c'est plutôt je veux plus moi faire partie de ce système, et c'est pas que je le critique fondamentalement, mais plutôt je n'ai plus moi envie de donner tout mon temps, presque d'une semaine. C'est exactement ça. Ouais, j'arrivais plus à faire même, tu vois le salaire qui tombe, tu vois. Il y a des systèmes un peu d'actionnariat et tu te dis ok, mais finalement la valeur de l'entreprise c'est plus on vend ces télé XXL pour que les gens regardent des programmes de qualité parfois douteuses, c'est ça qui fait que je gagne mon salaire comme ça. Non, c'est pas ce que j'avais envie de faire. Non. Et maintenant tu bosses chez Act & Fact qui est un peu différent. Est-ce que même ton expérience avant et ici maintenant t'a permis de comprendre un peu mieux finalement les leviers qui font changer les entreprises en interne ou en externe? Alors si j'avais la réponse, j'aurais créé un bouquin sur le sujet. Et tu ferais partie de la pile des bouquins qu'on cache un peu. J'aurais fait des dédicaces. Ouais. Non, c'est vraiment multifactoriel. Et donc ce que je vais dire, c'est vraiment mon expérience, ma confrontation. Ouais. Au début, j'avais une approche qui était assez technique, de dire tiens, là, il y a un problème. On fait une fresque du climat, on regarde des vidéos de Jean Covici avec des graphes, etc. Et j'arrivais pas à comprendre que les gens ne s'emparent pas de ce sujet-là. Tu leur donnais des infos, ils devraient comprendre et agir. Comprendre. Et donc agir, parce que finalement, je pense que je réagis plutôt comme ça. Enfin, tu fais partie de la population, plutôt peut-être mindset un peu plus ingénieur, en mode problème, solution, cause, machin. Ouais, même si je me rends compte que finalement, il y a aussi beaucoup de blocage chez les ingénieurs. Okay. Il y a aussi beaucoup d'émotionnel et d'autres trucs. Ouais, carrément, oui, c'est sûr. J'ai oublié la question du coup. C'est de ma faute, j'arrête pas de t'interrompre. Non, c'était plus pour parler un peu finalement des leviers. Et t'y arrivais, c'était, je pense, de dire que finalement les leviers sont pas que de la data ou des contraintes. C'est clair. Ouais. C'est vraiment, pour moi, je vois un alliage et qui est propre à chaque groupe d'humains, que ce soit chaque entreprise ou même des fois chaque business unit dans une entreprise ou un groupe, un collectif citoyen. Il va y avoir des sujets un peu techniques, de dire ok, si on veut mettre en place des choses nouvelles, quelles sont les solutions qui existent. La bonne nouvelle, c'est qu'on sait que pour les sujets environnementaux et notamment carbone, toutes les solutions techniques aujourd'hui existent pour respecter notamment les accords de Paris, etc.
mais on se rend compte qu'elles ne sont pas mises en œuvre, pas spécialement, il y a plein de blocages, et c'est là du coup on rentre sur la partie qui est à la fois la plus intéressante, mais la plus difficile à appréhender, je trouve, du métier, c'est faire en sorte que les gens s'emparent de ces solutions et aient envie de les mettre en œuvre. Et donc ce que j'ai appris dans ces quelques années finalement c'est de la conduite du changement, c'est vraiment un cheminement. Et ce que j'attendais à l'époque quand je démarrais, quand je faisais mes premières animations autour du climat, c'était je vous montre des graphes, on voit qu'il faut tout changer très vite, et j'imaginais que 2 heures après, avec mes petits bras et ma fresque et mes cartes, voilà, les gens allaient s'emparer du sujet et isoler leur maison, changer leurs vacances, leur alimentation, etc. C'est pas vrai, en tout cas ça marche pas comme ça, ou alors c'est vraiment des cas qui sont super rares. Et donc l'idée c'est vraiment de mettre les gens sur le chemin, d'accepter que ça prenne du temps, malheureusement. Alors c'est très difficile, c'est très frustrant quand on connaît l'urgence de la situation et le compte à rebours. Mais en même temps, je pense que si on laisse pas le temps et l'espace aux gens de s'approprier ces notions-là, de tester des choses, tout en gardant un rythme qui reste relativement cohérent, je pense que ça bloque. Le dernier sujet, notamment dans le monde de l'entreprise, après, c'est aussi le contexte économique. Alors ça va aussi dépendre des cultures. Le PDG de Decathlon disait il faut changer son toit quand il fait beau. C'est-à-dire que quand la partie économique de la boîte allait bien, c'est là où tout changeait. Et en fait, ça permettait de préparer les moments où ça allait pas bien. Okay. J'ai pas l'impression que ce soit comme ça que ça se passe dans beaucoup d'entreprises. En général, c'est quand ça va pas qu'on prend des décisions, des réorganisations, et c'est là où c'est ultra douloureux, et où les sujets qui ne ramènent pas du chiffre d'affaires à très court terme, typiquement les sujets environnementaux, sont dépriorisés. Et c'est ce que je peux constater encore dernièrement. On voit que il y a un peu moins de consommation, ce qui est pas mal d'un point de vue carbone, mais ce qui est un peu plus compliqué pour la santé financière des entreprises. Et du coup, dans pas mal de cas, il y a une dépriorisation de ces sujets où finalement on voulait faire une formation, on la fera pas, et puis c'est un retard derrière qui s'accumule. Ouais, c'est retardé. Ouais. Trop bien, c'est méga intéressant, et ça me permet justement de faire le lien avec finalement avec la fresque des nouveaux récits qui de ce que j'ai compris, tu nous en parleras un petit peu de comment tu la vis, et puis quel est ton rôle toi au final en tant que facilitateur en termes de levier. Moi j'ai vraiment l'impression qu'on pourrait le résumer comme ça, quoi. On a les données, on a les chiffres, on sait ce qu'on doit faire, et pourtant on n'agit pas. Pourquoi ? On sait ce qu'on doit faire, et en plus globalement tout le monde a envie de le faire, en tout cas une grosse partie du monde. On était ensemble cette semaine et on parlait de ce fameux chiffre. Ouais, cette étude qui était parue dans le Guardian. 89% des gens interrogés dans le monde, sur une cohorte de plusieurs centaines de milliers de personnes, sont favorables à ce que des actions environnementales, pour au moins la préservation du climat, soient poussées notamment par les États. Donc ça, c'est une super nouvelle. Et pour autant, individuellement, il y a plein de petites choses qui bougent, mais c'est pas à la hauteur des enjeux. Et donc effectivement, ce qu'on apprend dans cette fresque des nouveaux récits, déjà c'est apprendre ce que c'est qu'un récit. Donc moi, c'est une partie que j'adore, un peu une déconstruction finalement de toutes ces normes, tous ces comportements, ces manières qu'on a de nous comporter les uns avec les autres, les croyances qu'on a, déjà pouvoir un petit peu les déconstruire et se rendre compte que elles sont super importantes, mais ça reste des histoires, et que les histoires du coup ça peut se changer, et que ce qu'on va appeler effectivement les récits dominants, donc les récits majoritaires dans notre monde occidental, aujourd'hui finalement véhiculent des images, des imaginaires ou des comportements qui ne sont pas spécialement ceux qui sont favorables à la transition. Donc on voit à travers l'éducation, la culture, à travers la pub, la manière dont on s'informe, et également la manière dont les enjeux environnementaux sont diffusés au plus grand nombre, que ce soit d'un point de vue politique ou journalistique. Ça amène aussi effectivement certains blocages. Est-ce que tu as quelques exemples qui sont vus dans l'animation et qui t'ont plus marqué, toi, même personnellement, en termes de récits un peu dominants qui finalement sont problématiques vis-à-vis de cette transition, vis-à-vis des enjeux environnementaux ou sociaux ? Il y a un sujet en ce moment qui me parle vraiment, c'est tout ce qui est autour de la représentation de la réussite, réussir sa vie. Il y avait le Grand Prix de Formule 1 de Monaco, je crois, il y a 3 semaines, un truc comme ça. Et forcément, il y a plein de stars qui viennent. Je crois qu'il y a 400 jets privés qui décollent de l'aéroport de Cannes pendant la journée pour ramener des gens de partout dans le monde jusqu'à Monaco. Il y avait une centaine de yachts de luxe dans la baie de Monaco. C'est complètement incompatible en fait de dire globalement aux gens, voilà,
sobriété, il faut moins consommer, et en même temps tu allumes ta télé pour regarder une course de voiture qui est déjà un peu posé problème, et on voit derrière cet étalage d'opulence qui a des conséquences assez néfastes sur le climat, et on peut comprendre du coup de dire bah, attends, pourquoi moi je vais faire des efforts alors que finalement il y a tout plein de gens qui en font aucun et qui polluent ou qui ont un impact 100 ou 1000 fois plus important que le mien. Donc ça, je pense qu'il y a déjà un sujet autour effectivement de cette notion de réussite, et dans les entreprises c'est un petit peu pareil finalement. Si la réussite c'est la taille de la voiture, de fonction, etc., la taille de la maison, les modes de vacances qui sont pris, vu qu'on est des animaux très mimétiques et qu'on se copie les uns les autres et qu'on cherche à avoir un peu de statut social, bah, assez naturellement on risque d'être happé, on va dire, par ces imaginaires-là. Et donc ouais, il y a cette partie-là qui me paraît importante et qui peut bloquer. Et après derrière, il y a aussi tout le sujet aujourd'hui autour de la consommation. On dit, je sais plus, il y a 1500, 2000 ou 3000 messages publicitaires qui nous heurtent chaque jour, qu'on ne vient pas forcément demander, et qui nous poussent à acheter des trucs qui ne sont pas forcément bons pour notre santé, pas forcément bons pour l'environnement. Et en fait, c'est ultra difficile de s'extraire un peu de ce système. Parce que même tu dis, ok, j'arrête ou j'essaie de consommer autrement. Dès que tu sors dans la rue, tu as des pubs partout pour ce que tu as envie d'arrêter de faire. Et en général, faut une vraie volonté morale en fait, pour réussir à garder le cap et pas entre guillemets se faire happer de nouveau par ce système-là. On l'entend souvent, hein, ce truc de je veux bien, ou je regarde un documentaire et ça me touche, ou je vais à un atelier et ça me touche, et puis 24 heures après, je suis de retour dans le train-train quotidien, la vitesse aussi de notre société qui toujours plus vite, toujours plus loin, c'est pesant. Mais peut-être pour parler d'un truc plus positif, parce qu'il me semble quand même que les expériences que tu peux vivre dans ces ateliers sont plutôt enrichissantes pour toi, mais aussi surtout pour les participants et les participantes. Est-ce que tu as des retours, parfois des mots, j'en sais rien, des personnes qui ont été marquées par ce genre d'atelier, un truc que tu aimerais partager? Ouais, juste du coup, pour compléter, ce que tu dis souvent, c'est quand on est à la moitié des ateliers où effectivement on parle de ces verrous, qui sont des choses plutôt négatives parce que ça nous empêche collectivement d'aller dans ce que je pense être la bonne direction ou dans les bonnes directions. C'est important aussi de prendre ce moment et de dire il y a des choses qui vont pas pour ensuite redescendre le bas de ce fameux U et de pouvoir remonter. Ce qu'on fait dans la fraise des nouveaux récits, du coup, la deuxième partie, c'est vraiment les participants se mettent en scène et écrivent une histoire où ce sont eux les étincelles du changement. Et j'avoue que c'est ma partie préférée. Donc l'idée c'est de suivre une méthode, d'écrire l'histoire et ensuite de pouvoir la partager. Et c'est souvent un peu un feu d'artifice. Et ce qui ressort en général dans les petits verbatim, c'est optimisme, envie d'agir, retrouver de l'espoir, c'est possible. Un autre monde, changement. Enfin, là, il y a vraiment c'est souvent un gros boost en fait. Pour les participants, et puis aussi pour moi en tant qu'animateur, ça fait vachement de bien. C'est trop bien, en fait tu vas toi pour entendre des chouettes mots comme ça. Ouais, carrément, je m'investis pas mal dans cet atelier, et oui, ça vient me nourrir, et normalement ça vient un peu affiner aussi ma compréhension des enjeux. Tu vois, je suis ingénieur en mécanique, je suis pas sociologue ou anthropologue, donc voilà, quand on est avec ces cartes et qu'on aborde ces notions, il y a plein de gens qui viennent amener des exemples, ou venir juste expliciter certaines notions, et puis derrière ce reveal avec toutes les histoires, ou surtout quand on voit les gens, le sourire qu'il y a, c'est super chouette. Ouais, c'est trop cool. En fait, dans le mot fresque des nouveaux récits, finalement c'est un terme qu'on aborde beaucoup ici aussi. J'aimerais savoir toi comment tu le définirais, parce que et c'est ça qui est cool aussi, c'est que dans un sens, il n'y a pas une définition ancrée dans le marbre aujourd'hui de cette définition. Et je rajouterai une deuxième mini-question à ma question. Donc, qu'est-ce que tu penses de nouveaux récits? Qu'est-ce que c'est pour toi? Et puis, est-ce que tu as l'impression que c'est peut-être une forme de solution ou d'angle d'attaque qui est un peu sous-estimé, ou qu'on a sous-estimé? Et je dis on au sens large, peut-être les personnes qui travaillent déjà sur ces thématiques environnementales ou dans la communication environnementale depuis plusieurs années. Tu me redis la première question, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu penses des nouveaux récits? Comment tu le définirais? Pour moi, nouveau récit, c'est l'association de deux choses. La première, c'est durabilité, au sens large du terme. Donc,
environnementale et sociétale. À la phrase du nouveau récit, on se réfère là-dessus à l'économie du donut. Donc vraiment prendre en compte les choses qui sont à la fois bonnes pour les gens et en même temps qui permettent de préserver la nature, tout en associant un maximum de désirabilité et en jouant du coup sur les liens sociaux et le fait qu'on soit des animaux extrêmement sociaux, qu'on ait besoin de vivre en groupe, et ce qui nous rend réellement heureux finalement, c'est la qualité de nos interactions sociales plutôt que d'avoir une armoire remplie de vêtements ou une très grosse voiture. Donc c'est vraiment l'association des deux, il faut que ce soit durable et désirable. Si on fait que du désirable, finalement ça change pas forcément les choses et on risque de se prendre un gros mur, et si on fait que du durable mais que c'est pas désirable, je dis que c'est la Corée du Nord de l'écologie, en tout cas ça risque d'être compliqué pour faire advenir ça de manière qui soit la plus agréable, la plus douce possible pour les gens. Et du coup la deuxième partie de la question c'était est-ce que tu penses que c'est un angle d'attaque, que c'est une forme de solution qui aurait potentiellement été un peu sous-estimée ces dernières années ou qui pourrait advenir comme une des entre guillemets grandes solutions qu'on a à notre disposition, en tout cas dans le modèle occidental, et je pense que c'est peut-être important de le rappeler aussi, que cette notion de nouveau ou de récit s'applique surtout à nos modèles occidentaux et pas nécessairement à des gens à l'autre bout du monde qui, pour le coup, potentiellement ont déjà des manières de voir les choses, des récits qui sont beaucoup plus compatibles avec les choses qu'on essaie de faire, quoi. Ouais, tout à fait. On dit souvent, quand on regarde je reprends le monde de l'entreprise, c'est un monde que j'aime bien et j'aime bien justement amener ces notions-là. Un plan d'action sur Excel, ça n'a jamais fait kiffer grand monde. Okay, et donc quand on voit effectivement des volontés de transformation et qu'en présentation c'est des slides et puis c'est un ensemble de cases avec un planning, le changement ça se passe certes dans la tête mais ça se passe aussi dans le cœur et surtout dans les tripes. Et finalement, ce qui fait bouger les gens, c'est avant tout les histoires. Qu'elles soient positives ou négatives, mais c'est souvent là finalement qu'on arrive à se mettre en mouvement parce qu'on a envie, on est une espèce fabulatrice. Donc oui, je suis convaincu que c'est pas la solution à tout, ça va pas tout faire, mais en tout cas à combiner finalement avec des éléments techniques, avec des éléments de gouvernance, de décision politique, de reporting aussi parfois. Pour moi c'est un ingrédient qu'il faut vraiment rajouter pour que la mayonnaise prenne en fait et que les gens aient envie d'y aller. Je pense qu'il y a des personnes qui leur montrent des chiffres et entre guillemets c'est bon, c'est parti, il n'y a pas besoin du reste. Il y en a d'autres qui ont besoin de faire comme les autres. Qui vont vraiment être sur un côté plus mimétique, et il y en a je pense une bonne partie finalement où ce qui va les mettre en mouvement c'est l'intention, c'est la qualité de l'histoire qu'il y a derrière et qui peut derrière, il faut qu'elle soit rassurée par le fait que ce soit progressif et pas forcément on va changer le monde demain, ça fonctionne pas. Mais oui, donc nouveau récit, et on l'entend dans la bulle écolo quand on est à ProDurable, à Changelog, etc. Ça fait partie des mots, ça fait pour moi un an et demi qui reviennent très souvent en disant oui, on a besoin de nouveaux récits pour transformer l'économie notamment. Il faut des histoires d'entreprises qui font différemment et qui arrivent à être pérennes avec des manières de faire finalement qui sont plutôt dans le monde d'après, on va dire, que celles du monde d'avant. Et donc qui te donne envie, parce que tu parlais tout à l'heure de cette désirabilité, c'est ça que ça veut dire pour toi, quand on veut rendre un récit désirable ou mobilisateur? Ouais, il y a le fait de donner envie, parce qu'on voit des collaborateurs ou des salariés qui sont épanouis, il y a tout un côté ambiance d'entreprise, qui donne envie parce que ça doit aussi être des entreprises qui ont une certaine pérennité financière. Tout le monde n'est pas prêt à aller travailler dans une boîte qui a beaucoup de valeur, mais derrière qui ne sait pas si elle ne va pas fermer à la fin de chaque mois. Et aussi des choses concrètes. On a besoin de pistes d'action et d'espérance qui soient super concrètes. Et encore une fois, c'est des choses qui existent. Il y en a un peu partout dans le monde des entreprises comme ça. On parlait de Clinitex par exemple, qui est une entreprise extraordinaire qui fait du nettoyage industriel. Qui n'est pas le sujet, on va dire, qui parle forcément à tout le monde. Et en termes de gouvernance, de liberté des collaborateurs, ils font des choses qui sont, et d'environnement aussi, ils font des choses qui sont folles. Il y en a partout en fait, des petits exemples. Il faut réussir à les capter et les proposer du coup aux entreprises qui ont envie de bouger de manière à dire voilà, allez dans cette direction. Et puis à chaque jalon, finalement, vous avez des exemples, des gens qui ont déjà pavé la route pour vous.
Mhm. Donc en fait, oui, parce que les nouveaux récits, ça pourrait peut-être rester assez abstrait, et je pense que ça l'est encore dans plein de cas. C'est super d'avoir des exemples d'entreprises qui matérialisent, qui font déjà dans le concret finalement ce que c'est, ces formes de nouveaux récits. Tu as un ou deux, vite fait, un ou deux autres exemples d'entreprises qui l'ont déjà fait, que tu as particulièrement aimé. Bah, dans les exemples que j'aime bien, pour rester local, il y a Dandois, ici à Bruxelles, voilà, une entreprise familiale, 150 ou pas loin de 200 ans je pense maintenant, qui vendent des très très bons biscuits, des spéculoos, et ils changent complètement leur manière de voir leur business, ils font certains renoncements, c'est des choses qui me parlent. Et ils ne se contentent pas juste de fabriquer des biscuits, ils vont aussi regarder comment est-ce que le blé pousse pour avoir les meilleures pratiques agricoles. On sait que c'est là où beaucoup de choses se jouent. Donc voilà, ils sont vraiment sur l'entièreté de leur chaîne de valeur, tout en étant finalement une assez petite entreprise. Souvent ces petites entreprises-là disent ouais, on n'a pas beaucoup de moyens, on n'est pas assez gros. Ouais. Puis les gros vont dire ah mais non, on est trop gros, on a du mal à bouger. Donc Dandois, super intéressant. Et après il y en a une entreprise américaine aussi qui est un peu une pionnière de l'éco-conception qui s'appelle Interface, qui vend de la moquette. C'est pareil, c'est pas le truc le plus fou du monde, mais de la moquette, beaucoup de gens en ont chez eux. Et eux, c'est depuis début des années 90, sous l'impulsion de leur CEO de l'époque, qu'ils ont investi à fond les sujets de l'éco-conception. Ils sont vraiment en avance de phase, et sur les composés qui rentrent dans leur moquette aujourd'hui sont les plus propres possibles. Ils développent plein de choses vraiment intéressantes. Et c'est une entreprise qui fonctionne, en tout cas qui est encore pérenne ici. Et après, celle qui est la plus connue en termes on parle d'entreprise régénérative, c'est Pocheco. Ils vendent des enveloppes, ils sont dans le nord de la France, et eux, ils ont réussi à complètement changer leur site, avec des récupérations d'eau de pluie, tout est végétalisé, leurs collaborateurs entretiennent le verger, donc ils ont toute la partie sur le site, et également sur leur modèle, ils travaillent avec les enveloppes qui ont le moins d'impact possible, et c'est super vertueux. Trop sympa. Bon, bah, si j'ai besoin d'enveloppe, je sais où aller, quoi. Dernière question, très rapidement. Est-ce que tu as quelqu'un que tu aimerais voir à ta place dans ce siège? C'est qu'on pose généralement cette question à la fin de ces interviews. J'ai deux réponses, que j'ai le droit à deux réponses. Tu as droit à deux réponses. Ah, trop bien. Première personne à qui j'ai pensé, que je ne connais pas personnellement, c'est Jean-Pierre Gou, qui est un auteur qui a écrit Siècle bleu, et là qui sort le deuxième tome de La Révolution bleue, et qui met un petit peu en la recette des nouveaux récits ou les recettes des changements sociétaux, et qui prend les ingrédients et qui les distille dans une histoire qui est super chouette. C'est l'ancien directeur de l'Institut des Futurs Souhaitables, donc il est vraiment très très proche de cette thématique des nouveaux récits. Et ce que j'aime vraiment beaucoup dans sa pensée, en fait, c'est que au lieu de mettre un peu plein de règles, ou traiter tous les petits sujets sociétaux, environnementaux un par un, lui c'est vraiment de remonter et de trouver c'est quoi finalement, quel est le macro problème auquel on fait face, et sa conviction, mais j'espère qu'il pourra la développer à tes côtés, c'est la relation de l'homme avec la nature. Finalement, de dire qu'on est complètement, encore une fois, dans notre monde occidental, on est complètement loin de la nature, et que si on arrive à se reconnecter à ça, finalement, l'ensemble des solutions devrait couler de source. Merci pour cette proposition, on la gardera chaudement en tête. Merci aussi d'avoir pris le temps de venir jusqu'ici, de nous avoir partagé le début de ton engagement et puis tout ce que tu fais aujourd'hui. Avec grand plaisir. Et moi, j'en profite juste pour remercier les auditoristes qui nous écoutent encore maintenant. Donc, n'hésitez surtout pas à liker, à partager, à commenter cette vidéo. Ça nous aide énormément, je vais y arriver. Et puis, je remercie aussi mon équipe. Toi, tu les vois, Arnaud, mais les personnes ici ne les voient pas toujours. Il y a toute une série de personnes qui sont derrière ces caméras et qui nous aident et sans qui on n'arriverait pas à faire tout ça. Et donc, si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas aussi à aller regarder sur le lien Tipeee en description. Puis, je vous dis à très vite. Et Arnaud, on se refait un petit check de tennisman, c'est ça? Salut Nicolas.